La politique d'Aristote, livre 7e, chapitre 4. Sommaire. De l'organisation du pouvoir dans les oligarchies. Les bases en sont généralement toutes contraires à celles de la démocratie. Conditions diverses du sens. L'administration des oligarchies exige infiniment de prudence parce que le principe est mauvais. Nécessité du bon ordre. Rapport des diverses nuances de l'oligarchie à la composition de l'armée. Les oligarques doivent s'imposer des dépenses publiques, faute de la plupart des oligarchies. On peut aisément voir, d'après les principes qui précèdent, quels sont ceux de l'établissement oligarchique. Il faudra pour chaque espèce d'oligarchie prendre le contre-pied de ce qui concerne l'espèce correspondante de démocratie. Ceci est surtout applicable à la mieux combinée et à la première des oligarchies. Et cette première oligarchie se rapproche beaucoup de la République proprement dite. Le sens doit y être varié, plus fort pour les uns, plus faible pour les autres, plus faible pour les magistratures vulgaires et d'utilité indispensable, plus fort pour les magistratures élevées. Du moment qu'on possède le sens légal, on doit arriver aux emplois. Et le nombre des gens du peuple entrant au pouvoir, en vertu du sens, doit être combiné de telle sorte que la portion de la cité qui aura des droits politiques soit plus forte que celle qui n'en aura pas. On aura soin du reste que ce qu'il y a de plus distingué parmi le peuple soit ainsi admis à participer au pouvoir. Il faut resserrer un peu ses bases pour obtenir l'oligarchie qui succède à cette première espèce. Quant à la nuance oligarchique qui répond à la dernière nuance de la démocratie, et qui comme elle est la plus violente et la plus tyrannique, ce gouvernement exige d'autant plus de prudence qu'il est plus mauvais. Les corps sainement constitués, les navires bien construits et montés par des marins habiles, peuvent endurer sans crainte de périr les fautes les plus graves. Mais les corps maladifs, les navires déjà fatigués et abandonnés à des matelots ignorants, ne peuvent au contraire supporter les moindres erreurs. De même pour les constitutions politiques. Plus elles sont mauvaises, plus elles exigent de précautions. En général, les démocraties trouvent leur salut dans l'abondance même de la population. Le droit du nombre y remplace le droit du mérite. L'oligarchie, au contraire, ne peut vivre et se sauver que par le bon ordre. La masse presque entière du peuple se composant de 4 classes principales, les laboureurs, les artisans, les mercenaires, les commerçants, et 4 espèces d'armes aussi étant nécessaires à la guerre, la cavalerie, les hoplites, l'infanterie légère et la marine. Dans un pays naturellement propre à l'élevage des chevaux, l'oligarchie peut sans peine se constituer très puissamment. Car la cavalerie, qui fait alors la force et la sécurité nationale, exige toujours pour son entretien beaucoup de fortune. Là où les hoplites sont en grand nombre, la seconde espèce d'oligarchie peut s'établir, car cette infanterie pesante se compose généralement de riches plutôt que de pauvres. Au contraire, l'infanterie légère et la marine sont des éléments tout démocratiques. Aussi, dans les États où ces deux éléments se rencontrent en masse, les riches, comme on peut le voir de nos jours, ont-ils souvent le dessous quand on en vient à la guerre civile. Pour porter remède à ce mal, on peut imiter la méthode des généraux qui, dans le combat, savent mêler à la cavalerie et aux hoplites une proportion convenable de troupes moins pesantes. Dans les séditions, les pauvres l'emportent souvent sur les riches, en ce que, moins lourdement armés, ils peuvent combattre avec avantage contre la cavalerie et la grosse infanterie. Aussi, l'oligarchie qui prend son infanterie légère dans les dernières classes du peuple ne la forme que contre elle-même. Il faut au contraire, en profitant de la diversité des âges et en tirant parti des plus âgés comme des plus jeunes, faire exercer les fils des oligarques dès leur enfance à toutes les manœuvres de l'infanterie légère et les appliquer dès qu'ils sortent de l'adolescence
aux plus rudes travaux comme de véritables athlètes. L'oligarchie d'ailleurs aura soin d'accorder des droits politiques au peuple, soit à la condition du sens légal, comme je l'ai déjà dit, soit comme le fait la constitution de Thèbes en exigeant qu'on ait cessé depuis un certain laps de temps toute occupation illibérale, soit comme à Marseille, où l'on désigne ceux qui, par leur mérite, peuvent obtenir des emplois, qu'ils fassent déjà partie du gouvernement ou qu'ils soient en dehors. Quant aux principales magistratures réservées nécessairement à ceux qui jouissent des droits politiques, il faudra leur prescrire les dépenses publiques qu'elles devront acquitter. Le peuple alors ne se plaindra plus de ne point arriver aux emplois, et sa jalousie pardonnera sans peine à ceux qui doivent acheter si cher l'honneur de les remplir. Pour leur installation, les magistrats devront faire des sacrifices magnifiques et construire quelques monuments publics. Le peuple alors, prenant part aux banquets et aux fêtes, et voyant la ville splendidement décorée de temples et d'édifices, souhaitera le maintien de la Constitution. Et ce sera pour les riches autant de superbes témoignages des dépenses qu'ils auront faites. Aujourd'hui, les chefs des oligarchies, loin d'agir ainsi, font précisément tout le contraire. Ils cherchent le profit aussi ardemment que l'honneur. Et l'on peut dire avec vérité que ces oligarchies ne sont que des démocraties réduites à quelques gouvernants. Telles sont les bases qu'il convient de donner aux démocraties et aux oligarchies.